Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui principalement me consacrer à la poursuite de la définition du symbolisme phonétique à partir de l'ouvrage dirigé par Hinton et ses collaborateurs. Et puis ensuite, je reprendrai la question du symbolisme phonétique sous un autre angle à partir du concept d'iconicité. Donc je vais développer un certain nombre de notions autour de la question de l'iconicité dans son rapport avec le symbolisme phonétique et avec la question en particulier de l'arbitraire du signe, sur laquelle il faut être clair. Pour ce qui concerne les exemples de noms de personnages que nous avons étudiés, que vous avez proposé lors de la séance précédente, j'ai regardé attentivement l'ensemble des noms, en particulier ceux que nous n'avons pas eu le temps de commenter pendant la séance du séminaire, et je me suis rendu compte d'une chose dont je n'avais pas pris conscience, mais qui est au fond un paramètre indispensable à prendre en considération si l'on veut cadrer l'étude, l'analyse. Et donc, je vais vous donner cette indication supplémentaire pour essayer de trouver, donc, de continuer d'alimenter notre banque de données de noms de personnages dans la perspective de l'étude du symbolisme phonétique. En réalité, je me suis retrouvé à éliminer un très grand nombre de cas, et je me suis rendu compte au bout d'un moment, par le contraste avec les cas qui marchaient bien. Les cas qui marchaient bien étaient des cas comme Kirikou, Karaba, Hem, Ham, etc. Je me suis rendu compte que, en fait, la contrainte qu'il faut prendre en considération pour éviter, pour contrôler le champ du symbolisme phonétique, c'est qu'il faut impérativement que dans le couple de personnages, il y ait en réalité une réduplication. C'est-à-dire qu'il y ait des points communs dans les sonorités entre les deux noms qui s'opposent. Comme, vous voyez, Kirikou, Karaba, on a quelque chose de commun et quelque chose qui s'oppose. Comme on a quelque chose de commun, ça signifie que les deux sont comparables et sont effectivement opposés par l'auteur qui a créé ces noms. En revanche, dans un grand nombre de cas, des exemples qui pourraient être analysés sous l'angle du symbolisme phonétique, mais qui présentent trop de problèmes parasites, par exemple Alceste Philinte, où on sent qu'il y a matière à commentaire dans un sens qui nous arrange un petit peu. Mais en revanche, il n'y a pas cette opposition ni dans la structure, dans la structure des syllabes qui composent les noms, ni dans la structure phonologique des noms. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de point commun sur lequel peut se fonder l'opposition. Donc la consigne nouvelle que je vous donne pour essayer de trouver de nouveaux noms, et après les vacances, on fera une nouvelle une nouvelle tentative, non mais je voulais dire une nouvelle récolte, voilà, une nouvelle récolte de noms, je ferai une nouvelle récolte de noms, donc je compte un peu sur vous pour chercher des idées, des pistes, mais en ayant à l'idée que les couples de noms doivent avoir une structure commune et qu'ils doivent s'opposer par des voyelles ou des consonnes, mais qu'ils doivent avoir quelque chose en commun pour que l'opposition ait en fait réellement un sens, et pour qu'on se serve de cet indice pour considérer, encore une fois, que l'auteur a voulu opposer ces personnages dont il oppose les noms. Vous savez bien que on ne peut, des contraires sont forcément des choses qui ont quelque chose en commun. N'importe quoi n'est pas le contraire de n'importe quoi, ne s'oppose pas à n'importe quoi. Pour que deux choses s'opposent, il faut qu'elles s'opposent dans un cadre commun. Bon. Voilà, donc je me contenterai de dire cela pour cette séance, et puis on verra bien à la séance qui suivra la coupure des vacances, si on trouve d'autres, si à partir des nouvelles propositions que vous m'apportez, je me rends compte qu'il y a encore d'autres problèmes. Mais vous voyez, c'est comme ça que petit à petit on peut affiner la mise au point du corpus. C'est vraiment quelque chose qui me paraît évident maintenant, mais à quoi je n'avais pas songé
en partant de cette simple hypothèse, hypothèse de travail, on va essayer c'est même pas une hypothèse là, c'est une piste de recherche, on va travailler sur le symbolisme phonétique dans les noms de personnages. Bon, quand on fait ça comme ça, on récupère plein de noms de personnages, puis on voit qu'il y a des tas de cas où on ne peut rien dire au fond. Hein. Donc on recadre l'analyse et on essaie maintenant de la cibler de cette façon-là. Voilà. Alors, je vais donc aujourd'hui revenir sur le livre de Hinton, Sound Symbolism. Alors, je vous rappelle que pour l'instant, parmi l'ensemble des chapitres qui sont traités dans ce livre, j'avais noté simplement celui sur le chinois, voilà, hein, sur le chinois, le chapitre 10, pour lequel je compte sur des étudiants pour faire un exposé sur ce chapitre. Et puis aujourd'hui, on va voir quelques autres chapitres qui sont mentionnés dans la partie introductrice sur le symbolisme phonétique qui mériteraient également un exposé. Je vais y revenir. Alors je m'étais arrêté sur la présentation générale de la typologie du symbolisme phonétique telle qu'elle est présentée par Hinton et Ohala. Je ne reviens pas sur l'introduction. Hein. Ce sur quoi nous nous étions arrêtés, c'était simplement sur les principes de cette typologie qui a l'air de concevoir un continuum du plus naturel au plus conventionnel. Hein. Le pôle le plus naturel serait celui dans lequel la signification du son est liée à des états internes du corps ou de l'esprit. Et puis, il y aurait un pôle très conventionnel, le plus conventionnel, dans lequel le son et la signification n'ont pas de relation directe. Et j'avais déjà remarqué, mais j'y reviendrai, que cette caractérisation d'un symbolisme phonétique conventionnel semble en fait contradictoire avec la définition même du symbolisme phonétique. Donc là, il y a un peu un problème. Donc, la typologie, elle se divise en 4 parties: le symbolisme phonétique corporel, le symbolisme phonétique imitatif, le symbolisme phonétique synesthésique et le symbolisme phonétique conventionnel. Bon, ce sont mes traductions, mais ce sont des traductions de mots relativement transparents. Une remarque avant de commencer à commenter la présentation de chacun de ces types de symbolisme phonétique. D'où sort cette typologie, hein? Comment ces auteurs ont-ils imaginé cette division en 4 parties? Quelle est la logique sous-jacente de cette division? Bon, alors, on a vu qu'il y a une sorte de petite logique qui vient de cette opposition entre le naturel et le conventionnel. Mais en réalité, comme je vous l'ai dit, cet ouvrage résulte des actes d'un colloque. Donc, ça signifie quoi? Mais ça, vous connaîtrez ça sans doute dans quelques temps, lorsque vous-même vous ferez de la recherche dans le cadre de vos études doctorales, pour ceux d'entre vous qui le feront. C'est que on a organisé donc un colloque sur un thème, hein, en l'occurrence sur le thème du symbolisme phonétique, et puis toutes sortes de gens ont proposé de participer à ce colloque. Qu'est-ce qui se passe dans un colloque? On reçoit beaucoup de propositions, il y a un comité scientifique qui étudie les propositions et qui élimine celles qui ne sont pas pertinentes pour le thème du colloque. On en garde un certain nombre. Donc là, en l'occurrence, on en garde un certain nombre pour le colloque, et ensuite, quand il y a la publication des actes du colloque, souvent, il y a encore une sélection. On ne garde pas toutes les communications. Certaines, finalement, n'étaient pas de très bonne qualité, ou finalement n'étaient pas si adaptées que ça au sujet. Donc là, pour cet ouvrage, ils ont conservé un peu plus de 20 communications, et ensuite, les auteurs ont dû rédiger une introduction qui montre l'unité de ces communications. Donc en réalité, c'est vraiment cette typologie, elle est issue d'une démarche, disons, empirique, puisque elle est issue d'une tentative de synthétiser les apports d'une vingtaine de chercheurs sur la question du symbolisme phonétique, où chacun a examiné la question sous son propre point de vue, et eux ont essayé de trouver une cohérence dans l'ensemble de ces propositions, de ces communications. Et vous verrez que dans chacune de ces parties, les auteurs renvoient à tel ou tel article du volume.
Donc, en réalité, j'imagine, hein, puisque je ne suis pas entretenu avec les auteurs, mais j'imagine très bien, parce que je me suis retrouvé moi-même dans ce genre de situation, que c'est en rédigeant l'introduction qu'ils ont conçu cette typologie. Elle n'était probablement pas préalable. Donc, vous voyez le caractère presque... Enfin, c'est à la fois empirique, mais un peu aléatoire, parce qu'on s'imagine que s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait une communication sur un autre sujet qui a un lien et qui ne correspond à rien de ce qui a été décrit ici, il y aurait peut-être une cinquième case dans la typologie. Hein. Donc, c'est une typologie relativement... enfin, disons, qui est fondée sur une observation d'un grand nombre de cas qui ont à voir avec le symbolisme phonétique, parce que de toute façon c'est toujours comme ça, en linguistique c'est très rare qu'on puisse entièrement maîtriser un domaine, donc on se fait appel à des collègues spécialistes de tel ou tel domaine pour pouvoir faire une synthèse plus large au-delà de ce qu'on connaît soi-même. Hein. Mais on n'a jamais la garantie d'avoir entièrement couvert le phénomène. Sauf si on adopte une démarche hypothético-déductive où on part d'une sorte de définition complètement abstraite du concept et qu'ensuite on va chercher toutes les ramifications donc en divisant le concept d'une manière purement rationnelle. Donc là, ce n'est pas une division rationnelle, c'est une démarche plutôt empirique, disons. Alors, premier type de symbolisme phonétique, le symbolisme phonétique corporel. Alors, je suis désolé, on est à l'UFR de langue française. Oui, vous avez une remarque? Je vous en prie. Elle n'est pas liée à... Parce que j'ai l'impression que c'était lié au concept d'indexicalité chez Peirce, non? Elle n'est pas directement liée. Enfin, bien sûr, il y a des liens a posteriori. Il y en a des liens. On va aller voir d'ailleurs dans la deuxième partie de la séance sur la question de l'iconicité. Mais les auteurs, dans cette introduction, puis vous le verrez, là je vais commenter un peu leur typologie, ils ne font pas référence à ce concept. Ne font pas du tout référence à ce concept. Donc, en tout cas, votre remarque m'amène à dire qu'a priori, ça n'est pas une démarche de type sémiotique. C'est vraiment une démarche de type linguistique. On part des langues, hein, des variétés des langues, des variétés de ce qu'on peut observer dans les langues, et ensuite on essaie de théoriser à partir de là. Alors que, il est vrai que souvent la sémiotique, comme elle dispose de concepts assez généraux, elle a plutôt une démarche top-down, plutôt que bottom-up. Hein. Là, c'est plutôt la démarche bottom-up. Hein. On part de l'observation pour aller vers la théorie. Donc une démarche, disons, empirique, qui théorise à partir des données. Et non pas une démarche théorisante où on va chercher dans les langues des cas de figure que la théorie prévoit. Alors oui, je disais, je suis très souvent amené, aussi bien dans ce cours d'ailleurs que dans le cours de linguistique cognitive, hein, à vous commenter des textes en anglais, mais c'est parce que la littérature, enfin, est principalement de langue anglaise sur toutes ces questions. Il n'y a presque rien en français, et c'est regrettable, et bon, peut-être que ça changera petit à petit, mais pour l'instant, les chercheurs français ne sont pas du tout intéressés par ce genre de problème, à part moi et quelques amis. Bon, voilà. Donc, le symbolisme phonétique corporel. Alors, je vais commenter un petit peu, c'est traduire, disons, traduire un peu spontanément ce texte. Hein. Alors, en quoi consiste-t-il? Donc, c'est l'utilisation de certains sons ou de patterns, donc de structures intonatives, pour exprimer l'état interne du locuteur. Internal state of the speaker, l'état interne du locuteur, émotionnel ou physique. Donc, l'émotion ou physique. Bon, par exemple, émotion, par exemple, la peur. Hein, physique, par exemple, la douleur. Douleur physique. Cette catégorie inclut les sons symptomatiques involontaires, comme tousser ou avoir le hoquet, hein, le bruit du hoquet. Alors, vous voyez que, a priori, là, on est loin du symbolisme phonétique, hein, parce que avoir le hoquet,
Tousser, bon, on le verra après. Tousser, ça peut avoir une valeur sémiotique. Lorsque vous toussez pour dire, pour faire un signal. Hein. Je suis là, je vous toussez un peu. Voilà. Mais par contre, avoir le hoquet, d'abord, on ne peut pas faire exprès hein, d'avoir le hoquet. Donc, il ne peut pas du tout y avoir de dimension sémiotique du hoquet. Hein. Donc, là, rien qu'avec ce couple-là, c'est assez curieux. Hein, tousser, avoir le hoquet, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, d'une certaine façon. Bon, après, tousser, on peut tousser pour des raisons médicales, hein, sans volonté de communication. Mais en tout cas, on peut tout de même faire un bruit de tout pour communiquer quelque chose. Bien. Et donc, inclut également l'expression, l'intonation expressive, la qualité expressive de la voix et les interjections. Donc, c'est assez difficile de... Bon, une intonation expressive, vous verrez, dans la suite du texte, il n'y a pas tellement de précision sur ce que c'est que l'intonation expressive. Bon, on peut imaginer que certaines intonations peuvent signifier l'exaspération, par exemple, ou la surprise. Hein. Donc une intonation expressive. Et puis la qualité de la voix, ça pourra être, par exemple, si la voix est forte ou douce. Hein, une voix forte signifiant la colère, par exemple, etc. Puis les interjections, bon, tout le monde sait ce que c'est. Alors, on pourrait dire, hein, un argument pourrait être que ça n'est pas vraiment du symbolisme phonétique, parce que dans ce cas, le son n'est pas un véritable symbole, mais plutôt un signe ou un symptôme. Alors là, il y a un usage de signes et de symboles qui est très différent de ce qu'il est chez Saussure, par exemple. Hein. Ici, un symbole, c'est l'idée que c'est quelque chose de significatif. Hein. Au sens de la linguistique cognitive contemporaine, où quand quelqu'un comme Langacker dit que les unités d'analyse en linguistique, ce sont des symboles, c'est-à-dire des unités qui ont une forme et un sens, hein, form, meaning, des couples, forme, sens, c'est ça le symbole dans le vocabulaire américain. Donc c'est là où il y a de la signification. Hein. C'est ce que Saussure appelle un signe. Alors l'indice, ça va être ça. Ça va être ce qu'ils opposent au symbole, c'est le signe ou le symptôme qu'on peut appeler aussi l'indice, c'est-à-dire quelque chose qui sera plus à ce moment-là dans une relation de contiguïté que dans une relation, disons, symbolique, hein, c'est-à-dire de convention. Symbole suppose, alors pas nécessairement, hein, une convention. Donc chez Saussure, vous savez que le symbole, ça suppose justement qu'il n'y a pas de convention. Hein, c'est la balance pour la justice, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le signifiant et le signifié, mais je vais y revenir tout à l'heure. Bon. Donc oui, ils reconnaissent bien qu'on est quand même au bord de la catégorie là, parce que on a affaire plutôt à des manifestations corporelles symptomatiques plutôt qu'à des unités porteuses de signification, c'est-à-dire des symboles. Bien. Nous leur donnons néanmoins une place dans cette typologie et ce volume. Alors en fait, la vraie raison, c'est parce qu'il y a une des personnes dans le colloque qui a parlé de ça, donc il faut lui donner sa place. Hein. Parce que cela se situe donc aux frontières du symbolisme phonétique, et, alors ça c'est un argument plus intéressant, parce que c'est relié aux bases biologiques du symbolisme phonétique, comme d'ailleurs du langage en général. Alors là, il y a tout de même une idée intéressante, il y a cette idée que quel que soit d'une certaine façon la façon dont on prenne la question, le langage a une dimension corporelle. Alors, bien sûr, on peut l'éliminer avec une perspective purement structurale, cette dimension corporelle. Mais dans sa réalité empirique, le langage, ce sont des corps qui parlent. Ce sont des corps qui agissent de telle sorte qu'on produit des sons, et ce sont des corps aussi qui entendent, c'est-à-dire des oreilles équipées de ce qu'il faut pour pouvoir récupérer sous forme d'un signal interprétable par le cerveau les informations. Donc,
on a bien cette dimension corporelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, et c'est un des aspects très intéressants de cette question générale du symbolisme phonétique, c'est que ça nous fait toucher la dimension physique du langage, corporel, biologique. Mais alors, la question est de savoir tout de même à partir de quel moment on va décider que le symbolisme, c'est encore du symbolisme phonétique ou c'est autre chose. C'est un peu ça. Alors, la plupart du temps, le symbolisme phonétique corporel n'est pas écrit. Soit il est formé de certaines parties des traits suprasegmentaux, on est toujours embarrassé pour traduire sur des énonciations, en fait ce sont oui, on peut dire des énoncés pour simplifier, mais en fait ce sont les actualisations sonores des mots, enfin des phrases. Donc on peut dire des énoncés. Donc les traits suprasegmentaux, du point de vue phonologique, c'est vrai que je n'ai pas parlé, j'aurais dû en parler. Il y a des traits segmentaux en phonologie, c'est-à-dire qui permettent d'opposer par exemple les voyelles les unes aux autres, le trait ouvert, fermé, etc. Il y a des traits suprasegmentaux qui donnent des informations supplémentaires, comme par exemple la durée lorsqu'elle n'est pas pertinente dans une langue, ou l'intensité sonore, etc. Ça, ce sont des traits suprasegmentaux. L'intonation, très souvent, est un trait suprasegmental. Exprimer dans l'intonation, la qualité vocale et dans des énonciations qui ne sont pas du tout conventionnalisées, c'est-à-dire qui n'existent pas comme mots de la langue. Les énonciations qui relèvent du symbolisme corporel sont typiquement simples du point de vue de leur structure, donc on ne peut pas les décomposer en unités simples. Des vocalisations non segmentables. Dans les traditions écrites de l'anglais, c'est principalement dans les bandes dessinées qu'on trouve des intonations expressives et des qualités vocales qui sont dessinées, qui sont rendues, par des effets visuels, comme la taille des lettres ou leur forme, leur couleur, et puis par des formes particulières, comme ici A, A avec 2 A, U, G, H, ou Hachu, qui sont des tentatives d'écrire ces énonciations corporelles qui n'entrent pas vraiment qui n'entrent pas facilement dans le système phonologique du vocabulaire conventionnel. Donc les énonciations du symbolisme phonétique corporel sont directement liées à des états émotionnels et physiques du locuteur, ça on l'a déjà vu, et ne peuvent pas être facilement objectivées dans la parole référentielle. Donc c'est une autre formulation d'une idée qui a été exprimée précédemment. Il y a par conséquent en général des énonciations complètes qui apparaissent rarement comme des parties de phrases plus complexes, sauf dans les citations. Bien, alors on va poursuivre un petit peu sur cette notion. Je synthétise d'abord les idées qui sont présentées ici. Donc, le symbolisme phonétique corporel, il est défini comme un ensemble de sons ou de structures intonatives qui expriment l'état interne, émotionnel ou physique du locuteur. Alors, dans la citation qu'on a examinée, on a vu un certain nombre de choses qui sont incluses dans cette catégorie du symbolisme phonétique corporel. Les exemples qui sont donnés sont des sons symptomatiques
involontaire, comme tousser, avoir le hoquet, l'intonation expressive, l'expressivité de la voix ou les interjections. Un problème qui est signalé, c'est qu'il s'agit non pas de symboles, mais de symptômes, ou dans leur terminologie de signes, et il l'intègre, bien que ce soit à la frontière du symbolisme phonétique, parce que c'est en rapport avec les bases biologiques du symbolisme phonétique et du langage en général. Trois autres petites remarques. Ce symbolisme phonétique corporel appartient uniquement à l'ordre oral, pas à l'écrit. Il est motivé, simple, non segmentable. Et puis, il se manifeste, par exemple, le seul lieu vraiment où on peut le voir aisément, c'est dans la bande dessinée, avec des effets visuels qui rendent compte de l'intonation expressive et des aspects qualitatifs de la voix. Alors, je vous ai donné un petit exemple ici, vous voyez, pour symboliser. Alors, évidemment, il faut essayer de ne pas regarder l'image du visage qui donne aussi une information. Hein. Mais si on regarde à l'écrit, comment on peut écrire différentes façons de prononcer le mot non. Donc, avec une voix normale, on a simplement la bulle et puis le mot non écrit avec une taille qui est la taille, disons, standard dans l'ensemble du texte, etc. Le cri, la voix forte, ici on a comme par hasard, un truc qui ressemble un peu à Taqueté, là. Donc quelque chose de brutal, avec en général une épaisseur des traits pour dessiner les lettres qui est plus grande, un point d'exclamation. Bon, là, c'est quand même le point d'exclamation, c'est quand même un marqueur d'intonation en partie. Hein. Et là, on comprend immédiatement la différence entre ces deux noms. C'est le même mot, non, hein, du point de vue de... Mais il ne signifie pas du tout la même chose. Enfin, il ne signifie pas la même chose. Il signifie un refus, mais un refus dans des conditions différentes. Hein. C'est pas la même chose quand même, ça ne signifie pas tout à fait la même chose que de dire non, et puis de hurler non. Bon, là c'est un non timide, alors vous voyez, il est timide, les lettres sont un petit peu effacées. On ose à peine dire non. Donc on efface un peu les lettres. Vous voyez la façon qu'on peut avoir graphiquement pour exprimer, au fond, une émotion. Hein. Là, c'est une émotion, c'est une sorte de timidité. Vous voyez, on voit la tête du personnage ici, murmure, voix basse. Bon, donc, pour montrer à quel point le sujet s'efface en disant non, on efface un peu le mot non. Ça, c'est très clairement une forme d'iconicité, hein. Comment le rattacher au symbolisme phonétique corporel? C'est plus vraiment phonétique à ce moment-là, puisque là, c'est écrit. C'est une façon d'écrire qui va être. D'où l'idée que cette notion de symbolisme phonétique, dans la mesure où elle est limitée à l'oral, finalement, elle oblige à laisser de côté des phénomènes qui relèvent de l'écrit, bien sûr, hein, le symbolisme phonétique, ou alors il faudrait dire le symbolisme graphique, à ce moment-là, si on veut parler de l'écrit. Mais on voit bien qu'un phénomène comme celui-ci parle bien de la même chose en réalité, mais à l'écrit. Donc, au fond, le terme même de symbolisme phonétique ne va pas tellement bien. Et c'est là où au fond, le terme d'iconicité est un peu meilleur. Bon, là, l'idée qu'on a une pensée, alors là, on peut dire que c'est peut-être un peu conventionnel, ces bulles-là. Hein. Je ne sais pas, à partir... Ce serait intéressant de voir historiquement dans la bande dessinée, mais il faudra que je demande à nos collègues ici, Jacques Durand-Matt, qui est vraiment spécialiste de bande dessinée, à partir de quand apparaissent les petits ronds là pour exprimer les pensées dans l'histoire de la bande dessinée. Parce qu'aujourd'hui, c'est conventionnalisé, c'est codé, on le sait, que ça n'est pas dit directement. Mais vous voyez, là aussi, entre une flèche qui indique qu'on dit la chose, et puis ces petits ronds qui indiquent, qui visualisent une sorte de coupure, enfin, bon, c'est pas un hasard que si on a conventionnalisé cela
pour dire la pensée, et cela pour dire la mention explicite. Bon, la voix suave, ici, on l'exprime avec des petites fleurs, etc., avec du rose, et puis, bon, la voix digitale. Vous voyez, quand on regarde de près des exemples qu'on trouve, ça c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, en cherchant très peu, eh bien, on voit tout de suite que, en tout cas, dans la bande dessinée, il y a une façon d'écrire les émotions qui sont portées par la parole. Il y a une façon de les écrire aussi. Et d'ailleurs, on l'entend aussi. Ouais, ce nom-là, qui est très fort, qui est un nom crié, hurlé. On le voit comme ça, mais en lisant la bande dessinée, on l'entend qu'il est très fort, ce nom. Il y a une sorte d'association immédiate entre la force du son et l'image. Il y a la ponctuation là qui joue un rôle, mais je pense qu'on ne le mettrait pas, que ça ne changerait pas énormément à la perception. Mais vous avez raison, il y a la ponctuation qui joue un rôle. Alors, je complète un peu dans la bande dessinée. Donc, oui, là je vous ai donné aussi un exemple de Charlie Brown avec la fameuse onomatopée. Alors, je ne sais pas trop comment on pourrait la prononcer, celle-là, mais qu'on trouve donc dans cette bande dessinée et qui est prise comme exemple par Hinton. Et voilà. Donc, il y avait une autre remarque intéressante qui est l'idée que le symbolisme phonétique corporel, comme il est lié à l'état interne du locuteur, disent-ils, il n'a pas de contrepartie référentielle aisément assignable. La citation est la suivante. Les énonciations du symbolisme phonétique corporel sont directement liées à l'état physique ou émotionnel du locuteur et, as such, donc en tant que tel, ne peuvent pas facilement être objectivés dans le monde référentiel. Alors ça, je me demande bien ce qui... Là, j'avoue que je trouve ça assez étrange parce que ça veut dire que tout dépend de ce qu'on appelle monde référentiel. Si effectivement le monde référentiel, on considère que c'est le monde qui est extérieur, complètement extérieur au locuteur, mais je veux dire, la colère ou la douleur, etc., fait bien partie du monde référentiel d'une certaine façon. Donc là, quelque chose d'une formulation peut-être un peu discutable. Alors, encore deux petites diapositives pour approfondir cette notion. Cette notation ici revient sur l'idée que, sur des raisons pour lesquelles elles sont très peu étudiées, understudied, en linguistique, d'accord. Ce symbolisme phonétique corporel est très peu étudié en linguistique parce que c'est non conventionnel, parce que c'est simple structurellement, donc il n'y a pas d'analyse à faire, et puis parce qu'il n'y a pas d'écrit. Bon. Alors, vous voyez une référence ici à un des chapitres du livre, celui d'Ostwald. Donc, quelques observations sur la fonction du son dans le travail clinique, dans lequel on trouve une typologie des façons dont les énonciations corporelles reflètent la maladie. Alors, voilà, ce chapitre-là, ce serait intéressant que quelqu'un s'en charge et propose un exposé. Je vous précise que je peux vous donner en PDF tous ces articles. Vous me les demanderez. Donc là, ce serait vraiment intéressant que quelqu'un se charge de faire un exposé. Quand je dis un exposé, c'est une dizaine de minutes pour présenter ce chapitre. Bien. Alors le point sur lequel je voudrais insister un petit peu plus, c'est la relation entre le symbolisme phonétique et le vocatif. Alors, il est ajouté ici que
ils doivent également mentionner ici un type de symbolisme phonétique relié mais tangentiel aux occurrences, aux énonciations symptomatiques du symbolisme corporel, le vocatif. Alors je rappelle en deux mots ce que c'est que le vocatif. Le vocatif, c'est une fonction, une petite coquille là, une fonction, pardon, juste je corrige cette erreur. Oui, je pense que c'est mon correcteur automatique. Donc une fonction d'appel de l'allocuteur qui est marquée dans la morphologie de certaines langues. Alors, par exemple en latin, vous voyez, le substantif lupus a pour vocatif loupé lorsque donc il est employé pour interpeller le loup. Loup, où es-tu? Je m'adresse au loup et j'ai un cas qui indique que je m'adresse. C'est ça le vocatif. Donc c'est une fonction d'adresse, une fonction d'appel. En français, c'est pas marqué. Il n'y a pas de. Dire quand on dit, je sais pas moi, Pierre ouvre la porte. Bon, Pierre, il est vocatif là d'une certaine façon, mais il n'y a pas de cas. En français, il n'y a pas de marque spécifique pour indiquer le vocatif. Mais ça existe dans un certain nombre de langues. Alors, ils indiquent que les vocatifs ont formellement un certain nombre de similarités avec le symbolisme phonétique corporel. Alors, ajoute-t-il, mais avec la fonction d'attirer l'attention d'un allocuteur. L'utilisation de la vocalisation pour attirer l'attention d'un autre individu est une fonction de base de la communication vocale à travers le règne animal. Donc on fait un bruit pour attirer l'attention. C'est vrai que c'est une fonction, ce que Jacobson appelait, vous savez, la fonction, comment il appelait ça? Vous vous souvenez? Fatigue, voilà, la fonction fatigue. La fonction fatigue de créer le contact. Pour parler à quelqu'un, pour s'adresser à quelqu'un, il faut d'abord s'assurer qu'il vous écoute. Donc on crée le contact. Et ça peut se faire de différentes façons, par des bruits, par des bruits produits également par la voix. Alors, il y a un recouvrement donc entre le vocatif et le symbolisme phonétique corporel. Les pleurs d'un enfant ou des cris de quelqu'un en danger sont tous les deux directement symptomatiques et vocatifs. Alors pourquoi? Les cris d'un enfant, les pleurs d'un enfant. Alors, ils sont symptomatiques parce qu'un enfant pleure pour une raison d'un état physique ou émotionnel qui cause qu'il pleure, mais ici, les auteurs présument qu'en appelant, il appelle aussi ses parents, il appelle quelqu'un. D'accord ? Bon, un cri de peur peut être une simple réaction corporelle, enfin, je veux dire émotionnelle par le corps. Quelqu'un vous surprend, vous fait peur, vous faites un cri, vous poussez un cri. Mais ça peut être aussi pour appeler quelqu'un. Bon, moi j'ai quand même l'impression que ce n'est pas les mêmes cris. Le cri symptomatique, le son qu'on va produire lorsque quelqu'un nous surprend tout d'un coup, qui n'a absolument aucune fonction de communication. On crie parce qu'on est surpris. Et puis le cri qu'on va pousser pour appeler quelqu'un parce qu'on est en danger, help, eh bien, qualitativement, ça ne sera pas du tout le même cri. D'accord ? Bon. Mais admettons qu'il y ait tout de même un certain recouvrement. Ils ajoutent que certaines de ces énonciations corporelles sont utilisées régulièrement par les locuteurs dans les interactions linguistiques, comme donc le vocatif,
et les signaux de tour de parole. Bon, ça, c'est vraiment les gens qui travaillent sur l'interaction linguistique ont remarqué qu'il y a une sorte de signaux dans l'intonation pour dire j'ai fini de parler, c'est à ton tour de parler. Ça, on le sait, on le sent assez facilement. D'accord ? Alors, se racler la gorge, ou bien tousser sont souvent utilisés pour ces fonctions communicatives. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on peut effectivement faire pour dire il y a un problème, quelqu'un qui parle, vous voyez, qui est trop long dans un exposé, pour dire attention, il faudra peut-être arrêter, mais ça peut être aussi pour attirer, pour prendre la parole, etc., etc. Donc il y a là des vocalisations volontaires, des bruits corporels, qui peuvent être aussi des bruits comme oh, et oh, des choses comme ça, quoi, qui sont. Alors là, on entre dans le champ des interjections à ce moment-là. Alors, j'ajoute un dernier élément. Donc, ça c'est la dernière phrase de la diapositive précédente, si je ne me trompe pas, clearing the throats. Ouais, c'est ça. Donc, dernier passage que je commente sur ce sujet. Donc, les vocatifs, cependant, vont au-delà des frontières du symbolisme phonétique corporel, parce qu'elles utilisent souvent le vocabulaire normal, comme des noms. Oui, les noms peuvent être vocatifs, etc. Néanmoins, donc vous voyez que, en fait, leur idée ici, on comprend on comprend à partir d'une notation comme celle-ci, c'est que dès que ce type de signe que l'on inclut dans le symbolisme phonétique corporel va être conventionnalisé d'une façon ou d'une autre, il l'exclut. Il ne conserve dans cette catégorie que les cas qui échappent au fond à la description linguistique habituelle. Néanmoins, même le vocatif avec les noms implique quelque chose comme des traits expressifs, comme une plus grande amplitude, la durée également. Donc en effet, lorsque on utilise un nom pour, comme je disais tout à l'heure, Pierre ferme la porte, mon intonation du mot Pierre va être caractérisée par, peut-être va avoir une spécificité qui caractérise le vocatif. Bien. Puisque le fait d'utiliser les vocatifs a une fonction d'attirer l'attention de quelqu'un, les vocatifs ont ce trait, ont cette particularité d'être conçus pour s'adapter aux limitations acoustiques à la fois de l'environnement et de l'auditoire et à l'équipement, disons, mental de la locutaire. Alors, par exemple, il donne un exemple avec la situation d'appeler un animal, de communication entre homme et animal. Donc, par exemple, notre utilisation des sifflements ou de clics bilabiaux, donc des bruits qu'on fait avec les lèvres, pour appeler des chiens, est fondée sur sur des propriétés, disons, de leur audition. Et lorsque les appels se font à plus grande distance, eh bien, on observe manifestement que les gens utilisent des sons différents que lorsque les appels se font à distance proche. Bon, alors, il y a il fait référence ici à un autre chapitre
qui traite, alors qui est peut-être là beaucoup plus loin de notre sujet, hein, directement, donc là, à moins que vraiment l'un ou l'une de vous soit passionné par le sujet, je pense que c'est moins indispensable qu'on travaille sur cette question des universaux entre espèces, hein, parce que là, ça nous mène un peu loin. Oui. Celui-ci et celui-là. Oui. Comment ça recoupe ça entre le proche et le lointain, le petit et le vert? Ah oui, c'est un exemple typique d'iconicité, si on veut, diagrammatique, mais en tout cas, c'est pas du tout ça qu'il vise là pour l'instant avec le symbolisme corporel. Mais oui, bien sûr, hein, en tout cas pour moi et pour un certain nombre d'auteurs, ça n'est pas un hasard si c'est le ici ou ceci qui désigne le proche et cela là qui désigne le loin. Hein. Puisque la voyelle I renvoie au petit et au proche, hein, donc le A au loin, au grand. Bon. Voilà, donc il y a tout un symbolisme comme ça qui est incorporé, mais ça, sur cette opposition IA, il y a beaucoup de travaux, mais encore une fois, qui ne sont pas d'une systématicité complète. Par exemple, il n'y a pas de travaux sur une langue comme le français sur le rendement grammatical complet de l'opposition IA. Ou ouvert, fermé. Hein, mettons I, OA. Alors, bon. En résumé, sur cette partie, on étudie peu le symbolisme phonétique corporel. Et puis, on distingue deux cas, les sons liés aux états du corps et le vocatif. Bien. Alors, sur ce symbolisme phonétique corporel, il faudrait voir un peu l'article dans le détail, hein, mais ça, on y reviendra si personne ne fait un exposé sur ce sujet. Moi, je vous le présenterai, bien sûr. Hein. Mais il me semble que là, il y a un point intéressant et problématique avec cette catégorie du symbolisme phonétique corporel. Donc, dans le commentaire que j'ai fait, déjà, il y a une première. Je vous ai fait remarquer avec l'exemple de la bande dessinée que la notion même de symbolisme phonétique posait un peu problème pour la généralité de la catégorie, parce que ça nous oblige à séparer l'écrit et l'oral, ce qui peut être justifié, hein, pourquoi pas, mais on peut aussi considérer que c'est une façon d'amputer le phénomène. Bon, ça c'est un premier point. L'autre point, c'est que, je le disais avec l'exemple des cris, là aussi, il est vrai qu'on est un peu loin de l'analyse linguistique traditionnelle. Mais il y aurait une linguistique du cri à faire. On ne pousse pas n'importe quel cri pour dire n'importe quoi dans n'importe quelle culture. Et là, il y aurait de très belles études à faire qui ne sont pas encore faites, parce qu'évidemment, ça ne fait pas partie de ce que font les linguistes normalement. Sur la nature des cris et sur leur analyse, vraiment, quels sont les sons entre les... Vous voyez, dans les bandes dessinées, il y a encore l'opposition entre le hi-hi-hi et le ha-ha-ha. Hein, on voit, voilà, il y a ce genre de choses qui est assez visible. Mais je pense que, même d'un point de vue... comparaison culturelle, à mon avis, on pourrait faire ça d'ailleurs en observant des films, hein, et par exemple des films d'horreur ou des films pour observer un peu les cris dans les différentes cultures et la différence entre le cri de surprise, le cri de terreur, le cri, etc. Comment on travaille ces cris. Bon, enfin, bref, là il y aurait une très belle thèse à faire sur la linguistique du cri. Mais je passe. Mais en tout cas, sérieusement, c'est tout de même là un phénomène intéressant où du son va être directement significatif. C'est-à-dire que, à mon avis, mais là aussi, on pourrait faire des tests, on pourrait faire un travail expérimental pour savoir si les gens repèrent si un cri est plutôt
un cri de peur, de surprise, etc. Ça, je sais pas, je pourrais faire le test, hein, je pourrais essayer de récupérer des sons comme ça pour qu'on voit en effet si ça marche. Mais je pense que là, ça doit être détectable assez facilement, tout au moins dans une culture donnée. Après, là, je pense qu'il peut y avoir des variations culturelles importantes. Hein. Mais il n'empêche qu'un cri, bon, il se décompose aussi. Je veux dire, il a une durée, bon, bref. À mon avis, simplement ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a beaucoup plus à dire sur le cri qu'ils ne le font ici et qui entrerait dans le cadre du symbolisme phonétique corporel. D'un son qui est directement porteur d'une signification, mais qui, en effet, alors, est aux marges, non pas du symbolisme phonétique, mais aux marges de l'analyse linguistique, puisque, évidemment, il s'agit de sons qui ne font pas partie du système de la langue à proprement parler, bien que, lorsque vous observez les usages oraux, les gens, quand ils parlent, ils utilisent beaucoup. Il y a même, je crois, un comique qui avait fait un sketch sur une conversation où les gens parlaient uniquement comme ça, en interjection, en « ah, ah oui ouais. ». Enfin, bon, voilà, donc ce genre de bruit, de sons qui ne font pas partie du système de la langue, joue quand même un rôle important dans les interactions verbales et est assez fréquent finalement. Bien, alors passons au deuxième type de symbolisme phonétique, le symbolisme phonétique imitatif. Bien, alors là, on entre dans des choses plus classiques, puisque dans cette catégorie sont inclus les onomatopées, et les mots et les énoncés, disons, qui représentent des sons de l'environnement. Donc exemple, bang, bow, swish, knock. Swish, c'est quoi? C'est un son de rapidité. Enfin, ah oui, le son de rapidité. Un souffle. D'accord. Alors, de nouveau, les imitatifs, le symbolisme corporel imitatif, utilisent des structures phonologiques qui ne font pas partie de la parole conventionnelle et qui sont parfois difficiles à représenter à l'écrit, comme les représentations de sons d'oiseaux ou d'animaux, les imitations par des enfants des sons des sirènes. Néanmoins, les imitatifs sont mieux représentés dans la littérature linguistique que le symbolisme phonétique corporel, parce que ce vocabulaire onomatopéique a été conventionnalisé. Alors, c'est tout à fait juste, hein, et il est conventionnalisé au point que vous avez bien sûr dans le vocabulaire de nombreuses langues, mais en particulier du français, des mots qui sont d'origine onomatopéique. Par exemple, je ne sais pas, meugler, le verbe meugler, qui désigne le verbe qui désigne l'action pour la vache de produire le bruit qu'elles font, est issu de l'onomatopée me. Me qui est le son de la vache pour nous. Alors là, du coup, c'est assez... quel est en chinois le son pour la vache? L'équivalent de me en français. Oui, ouais, ça ressemble. Hein. La voyelle est moins entendue. Est-ce que parmi vous, certains ont d'autres langues dans lesquelles il y aurait une onomatopée un peu différente pour la vache, pour le son de la vache Ouais. Bou Mou, oui. Il y a toujours un M, quoi. Hein, et puis une voyelle longue. Et une voyelle longue plutôt fermée. Hein, ça va pas être ni ou... Voilà. Donc, on en sent un son grave et qui fait me. Donc, on utilise le phonème le plus proche. Et bon, donc, dans certaines langues, je ne sais pas si c'est le cas
en chinois, mais on fabrique un verbe à partir du mot qui relève du symbolisme phonétique. Alors, ce symbolisme phonétique imitatif n'est pas lié directement aux états émotionnels ou physiques. Mais joue un rôle dans la parole référentielle. Donc voilà, on peut désigner dans le monde le fait qu'une vache produit tel ou tel son. Elle peut être objectivée. Vous voyez, c'est l'opposition qu'on avait tout à l'heure avec cette idée que dans le cas du symbolisme phonétique corporel, on ne pouvait pas objectiver tellement le son. Donc là, il y a dans le volume un article de Rhodes. Bon, oral images, donc des images pour l'oreille, d'une certaine façon, des images pour l'oreille, qui indiquent des degrés de conventionnalisation des onomatopées. Alors des onomatopées qui sont un peu sauvages et d'autres qui sont plus apprivoisées, disons, apprivoisées dans le système. Voilà, et il y a un deuxième article dans le volume de Oswald sur les imitatifs inanimés en anglais, et donc sur la grammaire interne de ces types de mots. Donc ici, on a donc on entre dans quelque chose de plus classique, l'onomatopée, donc qui est une catégorie reconnue dans beaucoup de langues depuis longtemps, qui reste malgré tout considérée comme, et on le reverra avec Saussure, mais comme quelque chose de complètement marginal dans les langues, pas important du tout. Donc les onomatopées, mais qui sont intégrées dans la structure des langues. Bien. Alors ces deux articles-là, celui de Oswald et il n'y en avait pas un autre, oui, de Rhodes. Voilà, ces deux-là, ce serait bien aussi qu'on les travaille un petit peu pendant le séminaire. Donc, appel aux bonnes volontés. Alors, je continue un petit peu sur cette notion, parce que vous allez voir qu'elle est élargie. Pour l'instant, ce sont des sons qui imitent des sons, finalement. Mais on va voir qu'il y a un élargissement qui est proposé. Très fréquemment, donc je reprends le texte, les langues représentent le mouvement avec le même genre de forme symbolique, de symbolisme phonétique, qu'ils utilisent pour la représentation des sons, donc mouvement et son. Les mouvements représentés ainsi sont souvent hautement rythmiques, comme marcher, swaying, se balancer, etc. Bon, certainement, enfin, il est certain que le mouvement rythmique produit souvent directement du son, mais au-delà de ça, le rythme du son et le rythme du mouvement sont si proches, sont liés si étroitement dans le système neurologique humain qu'ils sont presque inséparables. Ce qui est illustré dans la réponse très spontanée chez l'être humain à la musique, au rythme musical, dans le battement de main, taper du pied, danser, le travail physique rythmé, etc. Donc là, l'idée, c'est que les êtres humains, spontanément, effectuent des mouvements qui imitent les rythmes des sons qu'ils entendent, spontanément, dans la plupart des cultures.
on entend de la musique, on frappe dans le rythme, dans les mains, dans le rythme de la musique, ou on danse, etc. Alors, de la même manière que les humains peuvent transcoder, disons, des sons rythmiques en mouvements rythmiques, ils peuvent aussi faire l'inverse. C'est-à-dire transcoder des mouvements rythmiques dans des sons. Ce qui inclut des formes relevant du symbolisme phonétique. Dans la représentation de sons répétés, de sons ou de mouvements répétés, la stratégie linguistique la plus fréquemment utilisée, c'est la réduplication. Comme l'exemple qui est donné, c'est l'anglais ding-dong. Bon. Ding-dong, une imitation directe du rythme représenté. Alors là, il y a une notation indiquant qu'on est au bord d'une autre catégorie qui va être celle du symbolisme phonétique synesthésique. Hein. Donc il les appelle, ici propose de les appeler éventuellement des movements imitatifs, donc voilà, du symbolisme phonétique qui serait de l'imitation de mouvement. Bon, on sent qu'ils sont un petit peu embarrassés avec cet exemple, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le symbolisme phonétique imitatif, ici, est élargi aux représentations de mouvement. Donc, au fond, on peut dire que le symbolisme phonétique imitatif, il imite, ce sont des rythmes qui imitent des rythmes. Qu'il s'agisse de rythmes sonores, enfin des sons qui imitent des sons ou des rythmes qui imitent des rythmes. Rythme sonore ou rythme de mouvement. Alors, ce que les auteurs oublient aussi de dire, c'est que le rythme du mouvement, c'est aussi le rythme du mouvement que l'on fait lorsqu'on prononce les mots. Dans l'articulation verbale, il y a aussi un rythme de la parole et un jeu dans la façon de mâcher les mots. Hein. Vous savez qu'il y a des auteurs qui ont travaillé sur cette notion de mendication de la parole, en particulier dans certaines cultures, dans les prières, etc., où on répète les mots et où il y a une sorte de gestuelle buccale là, qui joue un rôle important dans un cadre religieux. Alors, on fait une petite pause et puis on continue avec le symbolisme phonétique synesthésique. Bien, alors je vais donc reprendre. Je ne sais pas si j'aurai tellement le temps dans cette séance. Je vois que c'est un petit peu plus long que ce que j'avais prévu de travailler sur cette typologie, donc on verra peut-être la question d'iconicité seulement après les vacances. Alors, j'en arrive à la troisième catégorie qui est celle du symbolisme phonétique synesthésique. Alors, je reprends j'utilise la même méthode que tout à l'heure, donc je commente le texte en le traduisant, en improvisant, disons, la traduction. Donc, nous avons choisi le terme synesthésique parce que cette dimension, cet aspect cette zone du symbolisme phonétique peut être définie comme la symbolisation acoustique de phénomènes non acoustiques. Donc là, on voit bien l'opposition qui est faite entre le symbolisme phonétique imitatif et le symbolisme phonétique synesthésique. Ce qui va les différencier, c'est que dans un cas, ce sont des sons qui imitent des sons, et dans l'autre cas, ce sont des sons qui imitent autre chose que des sons, des phénomènes non acoustiques. Donc, le symbolisme phonétique synesthésique est le procès par lequel certaines voyelles, consonnes et des éléments suprasegmentaux sont choisis pour représenter d'une manière consistante, donc régulière,
des propriétés visuelles, tactiles, proprioceptives des objets, comme la taille ou la forme. Bon, donc c'est typiquement l'exemple Takete Maluma, Booba Kiki, etc. Par exemple, des segments comme des consonnes palatales et des voyelles aiguës sont fréquemment utilisés pour des formes diminutives et d'autres mots qui représentent des objets de petite taille. Des structures intonatives expressives sont également utilisées de manière synesthésique, comme dans l'utilisation d'une voix, disons, deep, une voix profonde, mais bon, je ne vois pas bien ce que ça peut vouloir dire, une voix profonde. Grave, voilà, c'est ça. Comme l'utilisation d'une voix grave et d'une voyelle allongée, hein, pour parler d'objets grands. It was a big fish. Donc, ça, c'est évidemment l'allongement d'une voyelle pour dire quelque chose de grand. A long story, une longue histoire. C'est quelque chose qui est immédiatement compréhensible. Hein. Et on voit bien en quoi il s'agit non plus de symbolisme phonétique imitatif, mais de symbolisme phonétique d'un autre type, donc là dit ici synesthésique. C'est que si je dis une longue histoire pour dire qu'elle est très longue, j'utilise la longueur de la voyelle, donc une propriété du son, hein, pour parler de la longueur de l'histoire, donc qui n'est pas quelque chose de sonore. C'est une longueur qui signifie une longueur. Donc, à côté de ces phénomènes-là, d'autres paramètres acoustiques peuvent aussi servir avoir un rôle symbolique, comme le moment de départ, le temps de chute, la puissance sonore, hein, la continuité, le contraste entre la périodicité et l'apériodicité. Donc ça, il faudrait avoir des exemples, mais ils ne sont pas fournis ici. Le symbolisme phonétique synesthésique segmental est plus facile s'étudie plus couramment et dispose d'une littérature qui lui est consacrée, hein, d'une littérature assez abondante qui lui est consacrée. Ceci parce que c'est une partie du symbolisme phonétique qui est fortement conventionnalisée. Bon, c'est assez contestable, hein, par rapport. C'est pas tellement, je veux dire, le fait d'allonger une voyelle pour dire que quelque chose est long n'est pas tellement conventionnalisé au sens ça ne correspond à aucune partie du discours particulier. Enfin, on ne voit pas tellement pourquoi, dans ce cas-là, ce serait plus conventionnalisé que le symbolisme phonétique imitatif. Et aussi parce que ce sont les aspects les plus intéressants du symbolisme phonétique, en vertu du fait qu'il y a ici une relation entre son et signification qui est relativement indirecte. Les travaux de Sapir, qui étaient déjà anciens, hein, et sur lesquels je reviendrai plus tard, montrent clairement que dans le cas du symbolisme de la taille, il y a une tendance très significative dans les langues du monde, pour certains types de segments, d'être choisis plutôt que d'autres segments pour représenter des objets de la taille donnée. Donc c'est simplement l'idée que pour parler d'un gros objet, on va utiliser par exemple une voyelle ouverte, pour un petit objet une voyelle fermée, etc. etc. Bon. Donc,
un exemple ici de Ulcan, 78, qui a trouvé 90% des langues qu'il a étudiées et qui avaient un marquage du diminutif. Eh bien, le diminutif était symbolisé par des voyelles aiguës d'avant. Néanmoins, il y a des exceptions, qui montrent que cette sorte de symbolisme phonétique se situe dans une frontière entre l'arbitraire qui montre que ce type de symbolisme phonétique est plus proche du pôle, disons, conventionnel, que les autres, les deux précédents, dans l'échelle d'arbitrarité. De même que le symbolisme phonétique imitatif, le symbolisme phonétique synesthésique est souvent hautement structuré. Et donc, il y a une référence à un des articles de l'ouvrage sur les diminutifs et les augmentatifs. Bien. Alors, ici, le problème principal que pose cette catégorie, c'est la définition de la notion de synesthésie. C'est-à-dire que, vous voyez que quand on utilise cette dénomination de symbolisme phonétique synesthésique, on utilise la notion de synesthésie. Or, le problème, c'est que cette notion de synesthésie, elle ne correspond pas vraiment telle qu'elle est employée aujourd'hui. Alors peut-être que, en effet, comme ce texte est déjà un petit peu ancien, les auteurs ne diraient peut-être plus la même chose aujourd'hui, mais il n'empêche que leur typologie est souvent réutilisée et reproduite. La synesthésie désigne une propriété qui caractérise seulement certains individus, qu'on appelle des synesthètes. Des synesthètes qui ont des associations que n'ont pas tout le monde. Par exemple, alors un cas très typique de la synesthésie, c'est la vision des nombres en couleur. Il y a des gens pour qui le 1 est rouge, le 2 est bleu, le 3 est plutôt vert, etc. Et c'est régulier. Alors, il y a un test qui est classique pour repérer les synesthètes. Vous voyez ce schéma ici, il s'agit de repérer où sont les 2. Vous voyez, il y a des 5 et il y a des 2 à certains endroits. Eh bien, si vous êtes non synesthète, vous mettez un certain temps à trouver ça. Mais si vous êtes synesthète, évidemment, vous voyez ça, par exemple. Donc, vous voyez immédiatement où sont placés les 2. Donc, ce test-là, qui est un test classique, qui est devenu classique, permet de faire apparaître des personnes qui ont cette capacité ou cette particularité d'avoir des associations synesthésiques inhabituelles. Mais cela vient d'une sorte de... Enfin bon, il y a toutes sortes d'hypothèses neurologiques, mais l'idée c'est qu'il y a un câblage neuronal un peu particulier chez ces gens qui sont synesthètes. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a 2 ans, une étudiante à un cours est venue me voir après pour me dire qu'elle était synesthète. J'ai parlé avec elle et effectivement, non seulement il y avait des couleurs pour les chiffres, mais il y avait aussi des caractères pour elle. Il y avait des chiffres qui étaient plus agressifs, etc. Donc toutes sortes d'associations peuvent exister, mais ce qui est particulier, c'est que ça n'est pas du tout ce que visent les auteurs lorsqu'ils parlent de symbolisme phonétique, puisque là, ils parlent d'associations que font tout le monde, que fait n'importe qui. C'est-à-dire que le fait d'associer du petit à des sons aigus, ça n'est pas une particularité de certaines personnes. L'idée, c'est que, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est probablement une capacité qui est héritée génétiquement de notre histoire d'être humain et même enfin bon. Donc,
c'est une chose qui est différente et qu'on nomme aujourd'hui les correspondances transmodales, hein, en français. En anglais, cross-modal correspondences. En français, on traduit plutôt par correspondance transmodale, parce que le terme de correspondance intermodale est un peu embarrassant, parce qu'il est utilisé pour les transports, dans la terminologie des transports. Une correspondance intermodale, c'est quand vous prenez deux modes de communication, de transport différents. Enfin, je sais pas, le bus ou le métro, par exemple, ça va être quelque chose de transmodal, bien intermodal. Donc, on utilise plutôt la traduction transmodale pour cette raison-là. Donc, ce qu'ils décrivent, ce que Hinton décrit sous la dénomination de synesthésie doit être requalifié, hein, et à partir de la notion d'association ou de correspondance transmodale. La synesthésie, c'est tout autre chose. Hein. Ça caractérise des types de configuration neurologique spécifique et non pas, ça n'est pas quelque chose qui est général chez l'être humain parlant. Bon, et puis par ailleurs, à l'intérieur des correspondances transmodales, les auteurs qui sont surtout des psychologues d'ailleurs ou des philosophes de la cognition qui travaillent sur les correspondances transmodales, je vous parlerai plus tard en particulier de Charles Spence, par exemple, qui est un des auteurs les plus reconnus sur cette question. Et donc, ils ne retiennent au titre des correspondances transmodales que les aspects sensoriels, c'est-à-dire ils prennent le modal au sens de la modalité sensorielle, hein, c'est-à-dire une correspondance transmodale, ça va être convertir du son en image, du son en choses tactiles, en impression tactile par exemple, ou inversement, du tactile en sonore ou du tactile en visuel. Mais tout ce qui relève de la sphère psychologique, par exemple, comme le genre de réflexion qu'on a à partir des noms de personnages, hein, la valence positive ou négative, le personnage qui va être gentil, méchant, etc. Ça ne relève pas des correspondances transmodales, hein, pour les auteurs spécialistes de ce domaine. Parce que ça échappe au domaine de la sensorialité, et donc c'est pour eux autre chose. Donc, cette notion de correspondance transmodale est limitée à la sphère sensorielle. Donc là, il faut être clair. Est-ce que cette notion-là de symbolisme phonétique, de symbolisme phonétique synesthésique est limitée à la sensorialité, ou est-ce qu'on pourrait l'élargir à d'autres associations, incluant le domaine psychologique, par exemple, hein. Ça, c'est une question qui reste en suspens. Et enfin, donc, la dernière catégorie, le symbolisme phonétique conventionnel. Alors, vous voyez apparaître ici le terme d'analogie, hein. C'est une association analogique. Donc, sans que le terme d'analogie soit théorisé ici, discuté, etc. Hein. Donc, ça, ce sera notre travail, de discuter en quoi quelle est l'intuition sous-jacente à cette idée d'analogie. Mais on voit l'association analogique de certains phonèmes et les groupes de phonèmes avec certaines significations. Donc, par exemple, le GL qu'on retrouve dans toutes sortes de mots qui évoquent l'idée de luminosité. Hein. Glitter, glisten, glow, glimmer. Donc, où là, il n'y a pas d'association directement entre le groupe GL et l'idée de lumière, mais en fait, les locuteurs, comme ils disposent d'un certain nombre de mots qui possèdent tous ce groupe consonantique, vont avoir tendance à associer à l'idée de lumière GL. Donc, là, on a affaire à un
phénomène d'un genre complètement différent. Alors, il cite Bloomfield, parce que c'est un phénomène déjà qui était très connu antérieurement. Donc, chaque mot, dans la mesure où il a une valeur sémantique, peut établir par hasard une association entre sa signification et certains de ses sons, enfin de ses phonèmes, et voilà, là c'est une formulation un peu métaphorique, et faire en sorte que ces sons fassent des expéditions dans d'autres domaines qui sont où le son est en première et tout d'abord étranger ou parasite. Et puis petit à petit la chose s'étend. Donc la signification du mot est arbitrairement attachée à un élément sonore contenu en lui, et d'autres mots sont créés au moyen de cet élément qui est perçu comme porteur de signification, donc par une forme d'irradiation, si on veut. Alors, bon, tout ça est exprimé de manière un petit peu approximative. Donc, ce genre de phénomène ici, mais on le reverra à partir de Jacobson, c'est ce qu'on appelle des phonestèmes. Donc, il y a des listes de phonestèmes assez connues, je vous en donnerai d'autres plus tard. Ils ont été notamment théorisés par un certain Bollinger. Les phonestèmes sont conventionnels, mais certains ont des propriétés universelles, et correspondent aux catégories décrites précédemment. Bon, il y a une question, un débat sur le fait de savoir si ces unités ont vraiment un véritable statut, ou alors si ce sont simplement des morphèmes. Des morphèmes à proprement parler. Donc par exemple, est-ce que GL ici doit être considéré comme un morphème ou pas? Alors, on en reparlera, et peut-être même d'ailleurs qu'un chercheur viendra faire un exposé sur ce sujet. Un certain nombre d'auteurs parlent de submorphèmes dans ce cas-là, de submorphèmes. Donc des éléments porteurs de signification qui ont fini par être porteurs de signification, sans être forcément liés par symbolisme phonétique à la signification dont ils sont porteurs, mais qui sont régulièrement porteurs de cette signification, et qui cependant n'ont pas un vrai statut de morphème dans la mesure où il n'y a pas de commutation régulière possible, comme dans le cas de morphèmes de genre ou un morphème même dérivationnel, etc. Mais bon, les morphèmes dérivationnels sont eux aussi limités dans leurs possibilités combinatoires. Bien. Alors, je continue un petit peu avec ce symbolisme conventionnel. Alors, il est intégré souvent, ce symbolisme phonétique, dans la catégorie ce symbolisme phonétique conventionnel dans la catégorie du symbolisme phonétique, mais là, on est, pour les auteurs, à la zone la plus arbitraire de l'échelle qu'il proposait entre le plus naturel et le plus arbitraire, le plus conventionnel. Alors, le point sur lequel ils insistent, c'est que dans l'esprit des sujets parlants, ça c'est ce qu'on vient de voir, le son et la signification sont automatiquement liés. Alors ça, si vous voulez, cette idée, ça rappelle le célèbre article de Benveniste où il parle de liens nécessaires entre le signifiant et le signifié. Bien. Alors,
les enfants ressentent cela fortement. Alors il donne un exemple d'une petite fille, Stéphanie, qui dit l'anglais est le seul vrai langage, n'est-ce pas? Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu, eh bien, lorsque notre ami mexicain dit agua, ce qu'il veut dire, c'est water. Mais lorsque lorsque je dis water, je ne veux pas dire agua. Je veux vraiment dire water. Donc voilà, c'est un exemple un peu anecdotique, disons, pour signifier l'idée que chez les enfants, cette association, cette espèce de vérité du mot, hein, cette idée que le mot, la chose ne pourrait pas être dite autrement, que le mot est vraiment accolé à sa signification. Hein. Cette idée-là est très prégnante chez les enfants. Bon. Oui, alors ensuite, il y a d'autres remarques peut-être un petit peu plus anecdotiques que je vais peut-être passer. Une autre citation de Bloomfield. Oui, là aussi, ce sont des exemples. Vous pourrez lire ça ensuite. Je vais terminer par ce dernier extrait sur ce type de symbolisme phonétique conventionnel au sujet des noms de produits, hein, de l'invention de noms de produits. Alors, là, l'exemple premier, il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Et alors notamment un exemple pour des véhicules, hein, qui a donc Dodge qui avait nommé un véhicule caravane, ce qui évoque une image d'aventure et qui joue sur les mots en référant à un véhicule de type van. Donc les Anglais, donc les Américains plutôt, puisque vous voyez, il est précisé que les Américains n'utilisent pas ce mot caravane comme un terme pour parler, comme en français, de caravane, hein, manifestement comme les Anglais. Donc il y a une sorte de jeu de mots qui est suscité par ce terme, caravane, qui évoque donc la caravane dans le désert, hein, et puis le van comme véhicule. Bon. Un autre exemple, Nova. Alors ça, en fait, je me suis rendu compte en préparant ce cours, c'est un exemple qui est lié également à un nom de voiture. Alors, c'était la marque Chevrolet, hein, Chevrolet Nova. Et alors, il y a, paraît-il, une sorte de légende urbaine qui fait que depuis des années, on enseigne dans les écoles de marketing, etc., que c'est un échec, ça a été un échec commercial retentissant dans les pays d'Amérique du Sud, parce que Nova, qui pour les Américains évoque l'étoile, la Nova, enfin quelque chose éventuellement même de neuf, etc., en espagnol serait associé à Nova, enfin rien ne va, hein, d'accord, et donc ce serait la cause, hein, c'est toute la problématique très importante dans le marketing, hein, du passage de l'Internet dans un monde globalisé dans lequel nous sommes. Il faut que les noms de marques puissent voyager dans le monde sans être altérés dans leur interprétation. Et ça, c'est un exemple qui est donné comme un exemple d'échec commercial en raison de l'interprétation spontanée qui aurait été faite par les Américains locuteurs de l'espagnol, qui auraient perçu quelque chose de négatif dans ce nom. Or, en préparant ce cours, j'ai lu un article tout à fait sérieux qui explique que, en fait, ça n'a pas du tout été le cas.
la Chevrolet Nova a très bien marché au Venezuela, dans les pays d'Amérique du Sud. Et en fait, c'est une blague totale, cette histoire. Mais vous voyez qu'eux sont tombés dans le panneau et on reproduit cet exemple qui est très souvent cité, mais qui est faux en réalité. Cet exemple est faux. Donc c'est un exemple dans lequel ici le symbolisme phonétique dit conventionnel ne fonctionne pas. Alors il y a un autre exemple un petit peu approximatif qui est, vous voyez, au sujet des shampoings, on trouve des noms comme L'Oréal. Alors bon, pour eux, L'Oréal, c'est juste un shampoing, mais c'est quand même beaucoup d'autres choses, c'est une marque beaucoup plus générale, bien sûr, où on reconnaît, alors bon, pourquoi L'Oréal ? Eh bien parce que il y a le prénom féminin, Laura, et puis le nom de la fleur, le laurier, qui serait évoqué. Bon, alors, vous voyez bien à quoi il renvoie dans ce type de symbolisme phonétique dit conventionnel, à quelque chose qui n'a vraiment plus rien à voir avec ce qui précède. Au fond, ici, on est très proche de ce qu'on appelle habituellement l'étymologie populaire, le fait d'interpréter un nom spontanément avec les associations dont on dispose. Les exemples typiques d'étymologie populaire étant, je sais pas, le hamburger par exemple, ou le bikini, vous savez, ou le pantacourt par exemple. Alors je commande juste deux exemples, le pantacourt et c'est plutôt le monokini et le pantacourt qui s'opposent au bikini et au pantalon. On a créé le mot monokini à partir de bikini. Bikini, donc c'est un maillot de bain en 2 pièces, mais l'histoire de ce mot, c'est que c'est le nom propre d'une île. Mais on a interprété bikini en élément en maillot de bain composé de 2 pièces. D'où l'invention de monokini pour dire un maillot de bain conçu avec fait d'une seule pièce. Et même on entend zéro-kini pour les naturistes, par exemple. Bon. Mais là, vous voyez que c'est de l'étymologie populaire, parce que le mot kini ne veut rien dire et a été réinterprété à partir du sens de base. Un autre exemple, on a créé le mot pantacourt pour désigner des sortes de shorts, mais un peu plus longs qu'un short et un peu plus court qu'un pantalon. Dans pantalon, pantalon, ça vient du nom d'un personnage de la Commedia dell'arte, Pantalone. Bon, interpréter long dans pantalon, c'est de l'étymologie populaire. Mais qui a, vous voyez, l'étymologie populaire, c'est une erreur, mais qui peut créer des mots. Le hamburger, l'histoire de hamburger, c'est la même chose. Hamburger, ça vient de la ville de Hambourg. C'est la ville de Hambourg. Donc, et après, on l'a interprété avec hamburger, pour dire. Et après, on a fabriqué cheeseburger, etc. Mais en fait, c'est une coupure, une interprétation du mot qui est complètement erronée, mais qui a quand même installé des mots dans la langue. Mais c'est une tendance spontanée des locuteurs. Alors ça, c'est le même genre de phénomène, et en réalité, ce sont des phénomènes qui sont d'une nature quand même qui n'ont pas de lien du tout avec le fait d'imiter des sons, etc. Enfin, je veux dire, c'est un tout autre phénomène. Alors, au total, pour conclure sur cette notion, on a une division du symbolisme phonétique, une typologie en 4 catégories. Symbolisme phonétique corporel avec l'exemple du vocatif, et puis des sons liés à des états corporels. Le symbolisme phonétique imitatif qui renvoie principalement aux onomatopées et au phénomène de reduplication. Le symbolisme phonétique synesthésique qui est la symbolisation acoustique de phénomènes non acoustiques avec des exemples typiques comme Bouba, Kiki, Maluma, Takete. Et puis le symbolisme phonétique conventionnel avec l'exemple des phonestèmes comme Glimmer, Glister, etc. Et puis des exemples de type Caravane, Nova, etc. qui relèvent au fond de l'étymologie populaire. Alors quel problème posent ces différentes catégories? Le premier, le symbolisme phonétique corporel, les auteurs reconnaissent eux-mêmes qu'il s'agit d'un cas limite. Bien.
est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut mettre en place dans la description de ce symbolisme phonétique corporel quelque chose comme une similarité? Alors, si on parle par exemple du bruit, d'une toux pour attirer l'attention, hein, pour prendre la parole, etc. On ne voit pas qu'est-ce qui pourrait être similaire à quoi. Ici, c'est plutôt le concept de contiguïté qui est en jeu, c'est-à-dire il va y avoir au moment dans une contiguïté temporelle et spatiale, le lieu et le moment où je vais produire un bruit quelconque, hein. D'ailleurs ça peut être de la toux, ça peut être un bruit, un claquement de doigts, ça peut être n'importe quel bruit au fond pour attirer l'attention. Mais l'attention, elle va être attirée sur le porteur du bruit. Donc il y a bien un rapport de contiguïté ici, et pas du tout un rapport de similarité. Donc on est complètement en dehors de la problématique de l'analogie. Sur le cas du symbolisme phonétique imitatif, alors on a vu que, au fond, au départ, la notion est assez simple avec l'idée de nomatopée, mais elle est élargie au mouvement. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu incertain dans cette notion d'imitation. Qu'est-ce qui imite quoi? On a aussi un rôle important qui n'est pas commenté de la métonymie, puisque lorsque je dis par exemple, que je prends l'exemple de l'oiseau qui s'appelle le coucou, hein, je nomme l'oiseau à partir du bruit qu'il produit. Donc cette dénomination, elle est fondée sur une métonymie quand même, sur le fait d'utiliser une partie de l'oiseau, enfin une partie, c'est-à-dire une partie de ce que représente l'oiseau, pour désigner l'oiseau. Donc là, il y a un lien quand même. Il y a à la fois de la contiguïté, puisqu'il y a de la métonymie, et à la fois de la similarité, puisque le son coucou représente. Donc là, il y a une combinatoire, dans ces cas-là, de phénomènes de contiguïté et de similarité. On peut se poser la question, si, lorsque des sons imitent des sons, est-ce qu'on a affaire à ce moment-là à une similarité, à une analogie homogène? Et probablement, d'ailleurs. Mais je vous avais dit, mais bon, pour l'instant c'était juste une annonce, que ce qui est intéressant dans la problématique du symbolisme phonétique, c'est que c'est une analogie hétérogène, justement. Quand elle est homogène, elle est moins intéressante. Bon, mais elle est hétérogène dans la mesure où il y a la métonymie qui fait en sorte que c'est pas un son. Quand je dis le coucou, quand j'analyse le mot coucou pour désigner l'oiseau, c'est vrai qu'en raison de la métonymie, je n'ai pas un son qui imite un son vraiment. J'ai un son qui désigne un oiseau via une imitation d'un son. Hein. Donc bon, c'est un cas un peu complexe. Alors ensuite, le cœur du phénomène, c'est quand même ce qu'ils appellent, eux, le symbolisme phonétique synesthésique. Hein. La chose la plus intéressante et la plus centrale, et d'ailleurs les auteurs le reconnaissent eux-mêmes, hein, c'est ce qu'ils nomment le symbolisme phonétique synesthésique, mais qui est très malheureusement nommé, puisque, on l'a vu, la synesthésie ne désigne pas ce qu'eux visent. Hein. Donc, c'est ici qu'il est plus clair de parler d'une analogie hétérogène fondée sur une similarité entre des choses acoustiques et des choses non acoustiques. Mais ça, on y reviendra. Enfin, pour l'instant, je me contente simplement de souligner les problèmes que pose la typologie. Et puis, pour ce qui est du symbolisme phonétique conventionnel, là, on n'a plus du tout le même genre de phénomène. On a affaire plutôt à de l'analogie proportionnelle, hein, et puis à quelque chose qui a plus à voir, on le verra justement après les vacances, avec ce que Saussure appelle la motivation relative, hein, avec la fonction régularisatrice de l'analogie. Hein. C'est-à-dire que quand on crée une monokini à partir de bikini, on met en jeu quelque chose comme une régularisation dans la signification. Ça ne fait pas du tout quelque chose du même genre que Bouba Kiki ou Maluma Takete.
Bon, donc, la notion de symbolisme phonétique telle qu'elle est illustrée par ces exemples, par cette tentative d'unification ici, elle reste quand même, à mon avis, assez floue. Hein. On ne sait plus tellement. Ils ont effectivement tenté de rassembler un ensemble de phénomènes qui couvrirait assez exhaustivement la notion, mais le premier et le dernier semblent vraiment hors du coup, et la seule chose intéressante à mon avis dans le premier, le cas du cri et de l'analyse qualitative du cri, il n'en parle pas, donc en revanche, cette analyse qualitative du cri pourrait très bien entrer dans le symbolisme phonétique synesthésique, ce qu'ils appellent le symbolisme phonétique. Donc on se retrouve avec la chose assez traditionnelle au fond, c'est-à-dire d'une part les onomatopées et d'autre part le symbolisme phonétique, donc là, où on a cette notion fondamentale que un signifiant renvoie directement à une signification. Alors un signifiant oral, pour le symbolisme phonétique, renvoie directement à une signification qui pourra être sonore ou autre, peu importe, fondée donc, cette relation, cette possibilité de renvoi étant fondée sur une similarité qui relie les deux. Bon, cela dit, il peut être judicieux d'intégrer, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, la dimension écrite aussi, parce qu'il y a dans beaucoup de traditions d'écriture une façon de visualiser également des choses et de faire en sorte que du visuel signifie directement quelque chose. L'exemple des calligrammes étant le plus évident, mais il y en a beaucoup d'autres, comme on l'a vu dans la bande dessinée. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces notions? Bon, peut-être que les questions viendront après, réflexion. Mais voyez que, au fond, quand on la regarde de près, cette typologie très souvent utilisée, très souvent citée, est tout de même un peu problématique. Et bon, comme en général, c'est pas souvent gênant parce que très souvent les articles qui portent sur ces sujets sont faits non pas tellement par des linguistes, mais surtout par des psychologues, et que les articles de psychologie portent sur des choses très très ponctuelles. Bon, ils mentionnent dans l'introduction de l'article les références bibliographiques, mais ils les laissent de côté après, et puis ils s'intéressent à leurs problèmes particuliers. Donc la question de la cohérence théorique de l'ensemble, ça ne les intéresse pas forcément beaucoup. En revanche, nous en linguistique, on est un peu quand même attaché à la clarification, à la clarté des catégories qu'on utilise. Donc là, on est quand même un peu embarrassé. Et ce que je pense, et ce que j'essaierai de vous montrer, c'est qu'à partir du concept d'analogie, on arrive à décrire les choses d'une manière plus claire, à mon avis. Voilà, et bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous revois pour certains demain. Et puis pour les autres, je vous souhaite une bonne semaine de vacances de la Toussaint. Merci.